Bonjour à tous, très heureuse d'être ici dans Néphrologie, cette session de néphrologie solidaire. Chers amis qui se reconnaîtront en salle, chers collègues africains et maghrébins, je vous dis à tous bonjour, je me présente, je suis le professeur Ali Khalef. Je travaille au niveau du service de néphrologie du CHU Bebloued et je représente également l'Université des sciences de la santé d'Alger. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la cause la plus fréquente des amyloses rénales au Maghreb, en Afrique et même en Algérie, qui est la tuberculose, mais plutôt on va parler d'un phénomène rare mais grave de cause secondaire héréditaire de l'amylose rénale, c'est l'orage amyloïde chez les patients atteints de fièvre méditerranéenne familiale. Aucun conflit d'intérêt à déclarer au lien avec cette présentation. Je structurerai mon intervention en 6 parties: le contexte et l'objectif de l'étude, la méthodologie, les résultats, la discussion, perspectives et recommandations, et enfin la conclusion. L'amylose rénale AA donc est bien connue des pays méditerranéens mais africains, mais la FMF est bien connue dans les pays méditerranéens, à savoir le Maroc à ma gauche en regardant la mer, à ma droite la Tunisie, la Libye et l'Égypte, qui connaissent très bien cette maladie auto-inflammatoire innée qui est la plus fréquente, qui est la FMF, apportée bien sûr par l'invasion ottomane, byzantine, etc., dans les pays africains regardant la mer. Donc je vais vous emmener en voyage en mer où amylose a élu domicile. En Algérie, la FMF a été connue ou diagnostiquée en Algérie comme ça par hasard en néphrologie, par le biais de la complication la plus fréquente de la FMF, qui est l'amylose. Donc les patients qui viennent en néphrologie ne sont pas adressés avec la symptomatologie de FMF secondaire, mais plutôt soit idiopathique primitive ou bien secondaire, une vascularite, secondaire à une lupus, etc. Donc, nous, on a connu donc, la FMF donc, à un stade déjà tardif où le diagnostic a été fait en même temps que l'amylose rénale AA. Il y a 2 catégories de personnes. C'est soit les patients ils viennent avec un syndrome œdémateux profond, d'accord, très long, ou bien ils viennent avec une forme aiguë et sévère que nous appelons l'orage amyloïde, qui est caractérisé par une dégradation rénale rapide, souvent déclenchée par un facteur infectieux, associé à un syndrome néphrotique profond. Après, donc nous, on passe d'abord à une GEM du pic ou à une vascularite associée avec un syndrome néphrotique profond. Mais quand on fait la biopsie rénale, on retrouve une amylose. Donc ces patients qui viennent avec un orage amyloïde, ils viennent avec un cathéter, avec une fonction rénale très perturbée, et voire même bollucés, le bolus de Solu-Médrol. Si cela n'a pas été fait chez eux, on le fait chez nous, devant un GNRP avec un gros rein et insuffisance rénale rapidement progressive. On fait quand même un débolus de Solu-Médrol avec relais oral. Quand on fait la biopsie rénale ou glande salivaire, chez quelques patients, on retrouve de l'amylose et on arrête les frais. Donc, après vous avoir planté le décor, donc, on va commencer par l'étude. Donc, l'objectif de cette étude était de décrire cette entité de l'orage amyloïde en comparaison avec l'autre groupe sans tempête amyloïde et tout son profil épidémiologique et pronostic. Il s'agit d'une étude prospective menée de janvier 2018 à janvier 2015, incluant tous les patients suivis pour amylose rénale confirmée histologiquement avec une mutation MEAV positive. Nous avons recueilli les données démographiques, les signes néphrologiques, les bilans biologiques et génétiques et les traitements reçus, l'évolution clinique. L'analyse statistique a été réalisée sous R avec des tests de survie Kaplan-Meier et des modèles de Cox. Comme résultat, on a eu 67 patients. Donc, vous voyez très bien
ici que les malades sont là depuis 98. En fait, quand j'ai commencé ma thèse en 2014, là, on avait envoyé un téléx à tous les patients rétrospectivement qui ont eu une amylose rénale AA non étiquetée. Ces patients, donc ils ont fait des biopsies avant 2014, donc ont été tous colligés. En 2018, j'ai publié ou j'ai présenté ma thèse de doctorat en sciences médicales et j'avais 45 patients et de là, j'ai terminé le travail après et on a colligé quand même 67 patients. Donc, plus d'hommes que de femmes. Consanguinité à 56%, mais la mutation la plus fréquente étant la M694I à l'état homozygote, vous voyez, hein, plus de la moitié des cas. Et M694I à l'état hétérozygote ici, beaucoup plus important que le reste. Il faut savoir, juste une petite remarque, que les Marocains sont M694V, qui est la mutation la plus fréquente, et les Tunisiens, plutôt la M680I. Nous, c'est plutôt la mutation berbère en Algérie. L'âge de début est à 11 ans. L'âge au diagnostic de la FMF en même temps que l'amylose rénale AA à l'âge de 32 ans, donc il y a une errance diagnostique de 20 ans. Comme c'est une pathologie qui commence à l'âge pédiatrique, donc aux environs d'âge scolaire, donc il voit d'abord le pédiatre, il ne fera pas le diagnostic, le gastroentérologue avec les douleurs abdominales, l'interniste avec la fièvre et l'association des douleurs abdominales, le rhumatologue avec la monoarthrite et les arthralgies, et le chirurgien avec l'appendicite blanche et l'occlusion intestinale aiguë blanche, et je vous dis même, et je le déclare, le psychologue qui est là pour voir cette symptomatologie de 3 jours qui met le patient grabataire pendant 3 jours et il se relève en bon état, voire même le marabout, c'est des familles et des familles. Le patient ne fait pas la liaison entre la symptomatologie qu'il a vécue depuis très longtemps et le syndrome œdémateux. Donc, il n'en parle pas. Si on ne pioche pas à l'interrogatoire, le patient ne va pas vous parler de cette ancienne maladie. D'ailleurs, il n'en parle pas. C'est un tabou. L'âge de décès pour les jeunes qui ont un orage amyloïde est de 36 ans. L'analyse, donc, Cox-régression pour les facteurs pronostiques en univarié, vous allez voir cette comparaison entre le groupe 1 avec tempête amyloïde et le groupe 2 sans tempête amyloïde. Les lignes en rose montreraient la différence significative de moins de 0,05%. Donc, dans le groupe tempête amyloïde, il y a plus d'hommes. Le processus infectieux étant la cause de déclenchement. Les malades sont en dialyse. La CRP est élevée, la procalcitonine aussi, et il y a une amylose donc secondaire digestive, cardiaque, hépatique et voire même médulaire, une hypotension dans ce groupe-là, beaucoup plus de décès dans 92%, pas de patients vivant sans dialyse, donc il y en a un seul qui vit en dialyse par rapport à ce groupe qui a beaucoup plus de chances. Ces patients, ils sont sous colchicine, ils sont très très bien protégés, alors que ceux-là, on n'arrive pas à leur donner de la colchicine, ils ont une clairance très basse, donc juste des corticoïdes qu'on arrêtera après le diagnostic positif à l'amylose AA, et c'est des patients qui devraient être mis sous biothérapie. Box plot moustache, donc on analyse donc univariée, protéinurie beaucoup plus importante, une hypoalbuminémie beaucoup plus prononcée, une CRP beaucoup plus élevée, une procalcitonine élevée, donc une créatinémie donc au stade d'épuration extra-rénale, beaucoup plus d'hommes dans le groupe G1 par rapport à la protection féminine qui est là au groupe G2. Les patients sont diagnostiqués beaucoup plus tardivement, enfin l'amylose est là beaucoup plus tardivement, et le début, et il est là c'est des patients qui commencent à avoir une symptomatologie beaucoup plus jeune. Mais la mutation, elle est identique, pour nous, c'est plus de 80%, c'est des M694I à l'état homozygote ou hétérozygote. En analyse multivariée, l'unique paramètre qui est sorti, paramètre donc qualitatif, c'est le processus infectieux. Vous voyez très bien que l'infection ici, elle est égale presque à 5, à 6,5.
donc plus de 1000 fois plus de possibilités à ce processus infectieux dans l'amylose A pour donner une insuffisance rénale rapidement progressive. La créatinémie au début et le sexe masculin non pas, bon, c'est vrai qu'il dépasse le 1, donc comme facteur aggravant, mais pas autant que l'infection, même dans la cox-régression, dans la survie globale. C'est le groupe qui présente une insuffisance rénale rapidement progressive qui est un facteur pronostic, un mauvais facteur pronostic qui est sorti dans le, qui est indépendant et qui est sorti dans la cox-régression multivariée. Pour la survie rénale, la divergence entre les deux groupes est encore plus prononcée pour la survie rénale. La survie rénale médiane dans le groupe 1 est d'environ 31 jours, donc un mois, alors que la survie rénale médiane dans le groupe 2 est de 2673 jours, très bien protégée par la colchicine. Donc, le nombre est égal à 54, alors que le groupe GA est égal à 13 patients. L'effet sur la fonction rénale est encore plus dramatique que la survie globale. Le groupe 2, la survie rénale est d'environ 86 fois plus longue que le groupe 1. Donc, la plus-value est extrêmement significative, confirme la robustesse de cette observation. Le facteur étudié affecte particulièrement la fonction rénale. Donc, vous avez vu que le P est inférieur à 0,01 et le HR, le Lazar ratio, est de 144,56. Pour la survie globale, la courbe de survie globale montre une différence marquée entre les deux groupes. Le groupe 1, la survie médiane est de 1 an, 397 jours, alors que la survie médiane est de 3409 jours. Le rapport de risque Hazard ratio entre les deux groupes est extrêmement élevé, de 137,56, et le groupe 2 présente environ une survie 8,6 fois plus longue que le groupe 1. Voilà. Notre travail rejoint les conclusions de l'étude de Kuki et al. Parue dans Rhumatologie en 2021, qui décrit pour la première fois cette tempête amyloïde. Comme eux, nous observons qu'une infection est le principal facteur déclenchant et que l'évolution est catastrophique. 80% des patients atteints d'orage amyloïde évoluent vers l'insuffisance rénale chronique terminale ou le décès dans l'année. L'étude turque de Bektas et al. Confirme la prédominance de la mutation M694V dans 74,1, d'accord, à l'état donc hétérozygote plutôt qu'à l'état homozygote. Et le rôle du génotype et l'âge, et dans l'âge de début et la sévérité, et le pronostic sévère de la tempête amyloïde. La comparaison des deux études avec la nôtre, c'est que la définition clinique de cette tempête amyloïde, on l'a retrouvée. Le processus infectieux, donc on l'a retrouvé avec une procalcitonine qui va dans ce sens. Et le pronostic très sombre avec une évolution, 80% des insuffisance rénale chronique terminale et décès à 1 an. Ici aussi, la mortalité accrue à 1 an. Concorde ou corrobore avec le groupe 1 qu'on avait. La seule différence, c'est que ici c'est M694V, mais nous, il y a un facteur aussi enfin, on ne sait pas si c'est un facteur aggravant ou pas, mais la M694I est là. Donc, face à ce constat, nous recommandons un dépistage précoce de la FMF devant tout syndrome néphrotique inexpliqué, une sensibilisation des néphrologues à cette forme aiguë, une collaboration étroite avec les généticiens, la mise en place d'un registre national, pourquoi pas un registre maghrébin, et un traitement précoce par colchicine, avant l'apparition de l'amylose bien sûr, par nos confrères, donc il faut faire une sensibilisation pour nos confrères pédiatres, rhumatologues, internistes et gastro-entérologues, voire même de la biothérapie dans les formes sévères. Alors, je tiens à remercier chaleureusement mon maître, monsieur le professeur Mohamed Benabadji, pour son accompagnement, sa vision et son inspiration tout au long de ce travail. Merci à vous pour votre attention et j'attends chaleureusement vos questions ou vos commentaires.